Ambroise. Bienvenue à Chiang Mai. Merci, salut YouTube. Bah, c'est cool de pouvoir se parler. Oui. Parce que tu as pas mal de choses à raconter, une belle histoire. On se connaît depuis… Bah, quand est-ce que tu as rejoint Freemote? J'ai rejoint Freemote en avril, je pense, l'année passée. J'étais encore en Australie à ce moment-là. Et on s'est rencontrés en mai. En mai. Ok. En mai, ouais. Yes. Ok. Un mois après. Là, tu étais à Bali, tu es revenu. Bon, on va faire un peu tout le parcours, mais Ouais, peut-être. Quentin, dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Alors, vous l'entendrez à mon accent prononcé probablement. Je viens de Belgique, de Bruxelles en particulier. Voilà, j'ai 30 ans, j'ai fêté mes 30 ans cette année. Et merci beaucoup. Et voilà, je suis freelance donc dans le marketing digital, je fais pas mal de trucs. J'ai plusieurs rôles différents, du directeur marketing à Meta Ads, ce dont je me spécialise maintenant. Pour Ambroise, je travaille aussi, je suis responsable de son contenu. Et donc, d'où l'idée, tout ça, les interviews. Je vais prendre tout le crédit. C'était mon idée quand même. Oui, c'était ton idée. C'était clairement ton idée. Et voilà. Ok. Ouais. On va refaire un peu ton parcours au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on se connaît parce que tu as rejoint Freemote en avril. À ce moment-là, tu es en Australie en PVT, on va en reparler. Ouais. Ensuite, on s'est rencontrés à Chiang Mai, un mois et quelques après, tu étais en mode nomade, tu étais parti de l'Australie. Et quelques mois après, j'ai dit tiens, Quentin il était cool, est-ce qu'il y a pas moyen de travailler avec lui sur le contenu, tu vois, une vision fraîche des choses et voilà. Et du coup aujourd'hui on est là parce que ces quelques semaines on fait un team meeting à Chiang Mai, on est à 4 ici. Exactement. Et c'est ça. Bah écoute, super cool. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton passé? Je sais que tu as travaillé en banque. Que tu as eu un passé assez troublé. Assez trouble. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? L'école, ça n'a jamais vraiment été mon truc, c'est toujours un peu difficile. Voilà, je m'y retrouvais pas trop, on va dire. Et donc, j'ai fait des études d'abord dans une sorte d'HEC belge qui s'appelle l'ICHEC. J'ai abandonné en première année parce que je trouvais ça. C'est comme ça qu'on l'appelait, l'ECHEC. De toute façon, 50% des gens y sont. Mais donc, non, voilà, ça me plaisait pas, c'était pas du tout assez. C'était encore du blabla comme ce que j'avais eu pendant au lycée, etc. Ça me convenait pas. Et donc du coup, je suis passé dans une école qui était un peu plus pratique. En e-business, c'était le nom, c'était un peu du marketing digital, c'était le lancement de l'école en gros. Et donc on était la deuxième année et là j'ai fait 3 ans. Évidemment, moi j'ai toujours été un gros tougher, l'école ça m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait c'était ma vie sociale beaucoup plus que l'école. Donc j'ai beaucoup fait la fête, j'étais très peu en cours. Je suis quand même arrivé jusqu'en dernière année et puis là en fait j'ai eu une espèce d'énorme ras-le-bol. J'en pouvais plus, c'est un truc que je gardais en moi depuis très longtemps et il a fallu que je dise au revoir à l'école j'ai dit ok, je fais le tour du monde, je m'en vais. T'as arrêté tes études? J'ai arrêté mes études à 2-3 mois du diplôme, il me restait pas grand chose à faire en vérité. Ah ouais? Ouais. Il me restait un TFE, un travail de fin d'année, un examen de maths et un examen de néerlandais et je pense que c'était plus ou moins tout. Et ouais, j'ai tout abandonné, j'ai dit ok, au revoir, je vais faire le tour du monde et donc c'était avant le Covid ça. Il s'est passé un truc, un point de non-retour pour que tu te dises vas-y j'arrête à quelques mois. Je pense que c'était un trop plein. En fait je voyais plus ce que ça m'apportait. Je voyais pas ce qu'un diplôme en plus allait m'avoir. En plus je voyais mes potes parce que j'avais 2 ans de retard parce que j'ai quand même redoublé plusieurs fois. Donc je voyais mes potes qui commençaient à travailler. Même plus troublé que ce que je pensais. Ah oui, c'était très. Alors, je passe tous les détails les amis. J'avais beaucoup de potes qui commençaient à travailler. Je voyais à quoi ça ressemblait la vie de salarié en fait. Et ça ne m'allait pas du tout. Je ne voyais pas du tout faire ma vie à la botte du patron. En plus mes potes avaient des expériences pas toujours hyper agréables. Et moi j'avais beaucoup travaillé avant. J'ai travaillé dans l'Horeca. J'ai fait beaucoup de. Alors l'Horeca c'est l'hospitalité, donc tout ce qui est hôtel, restaurant, café. C'est un terme belge. L'Horeca. L'Horeca. Horeca. Hôtel, restaurant, café. Ok. Voilà, pour toute la France qui nous regarde, c'est un peu éduqué. C'est un cours de belge aujourd'hui. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dedans et donc je savais à quoi ressemblait déjà l'univers du travail. Et ça ne me convenait pas, j'avais envie de vivre ma vie, c'était un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Et donc je me suis dit ok, je vais me trouver un boulot et je vais bosser pendant du coup dans les banques. Alors c'était pas du tout les banques de base j'allais bosser dans les cafés et tout, donc c'était pas mon plan de base. J'ai eu un coup de bol, j'ai une copine qui a arrêté de bosser là, qui m'a dit cherche quelqu'un à temps plein. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'administration chez Keytrade Bank, la première banque en ligne, 100% en ligne belge. Okay. Et voilà, et là j'ai fait 2 ans, principalement pendant le Covid. Puisqu'en fait, moi je vais faire 3 mois là-bas, j'ai fait 2 mois en plus parce que j'avais besoin de thunes et que je gagnais bien ma vie, je vais chez papa-maman, donc je coffrais beaucoup d'argent. Et après, il y a eu Covid et donc je suis resté bloqué en Belgique pendant encore 2 ans. Dans cette banque et dans une autre, puisqu'une fois que c'était mis sur mon CV, c'était plus facile de voyager entre les banques. Tu es dans l'industrie, après tu peux facilement Exactement. dire ok je suis au concurrent, Exactement. et ils sont contents. Okay.
Et donc, bon, j'ai rien fait de passionnant dans les banques, de l'administratif principalement. Qui fait des choses Oui, passionnantes voilà. dans les banques. Et de l'anti-money laundering. Donc ça, c'était cool, c'était l'anti-blanchissement d'argent. Ok. Donc là, j'avais un peu des contacts avec le légal, etc. Je fouillais un peu dans les comptes des gens, c'était rigolo. Et voilà, à part ça, c'était toujours chiant. C'était se lever le matin à 7h pour aller dans un boulot de merde avec des collègues de merde. Vous m'excuserez, les gars, mais enfin, à quitter, c'était cool, mais après, enfin voilà, peu importe, pas me justifier. Mais ouais, donc non, je me faisais grave chier, pour être tout à fait honnête. T'étais bien payé. J'étais T'étais dans relativement une bien vie, payé, ouais. Voilà, t'avais la liberté de Oui, puis t'apprécier l'endroit du boulot. c'était mon mais, premier appart aussi, je vivais dans le centre de Bruxelles, j'avais la grande vie, c'était incroyable, on sortait tout le temps, j'avais plein de potes, on était de toutes les ouvertures de boîtes de nuit, de trucs. Ces jeunes pros, ils gagnent un peu sa vie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, vraiment, j'avais 25 ans et j'y vivais ma meilleure vie, quoi. Et puis, oui. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour que tu te dises, ok, bah, bon, ça, tu t'épanouissais pas forcément dans ton boulot. Et moi, je connais le après de Quentin qui part loin et tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait C'était prévu. Donc en fait, je commençais à bosser pour mettre de l'argent de côté, pour partir. Et donc en fait, au lieu de mettre 5 000 € de côté en partant aller à l'arrache à cause du Covid, enfin avant le Covid, en fait, avec le Covid, j'ai pu coffrer beaucoup plus d'argent et j'ai pu partir à mon aise en Australie, du coup. Donc le but, c'était de faire un tour du monde. Ça, c'était le plan de base. J'avais 28 ans quand je suis parti. 27, 28, je crois. Et l'Australie, c'était pour d'abord faire l'Australie. J'avais une copine qui vivait là-bas. C'était mon plan de base, c'était mon premier truc, c'était partir en Australie pour voir un peu, c'était l'autre bout du monde, voir un peu, faire l'expérience PVT. Tu peux pas aller beaucoup plus loin, quoi. Exactement, c'était un peu difficile. Et donc je me dis autant commencer plus loin possible, partir, je sais pas quand je reviens, je suis parti sans date de retour et j'allais à Melbourne et puis j'allais bosser dans des fermes, etc. Enfin j'ai fait le truc, le PVT, le grand classique australien, quoi. Tu entends parler, j'ai la chanson à la tête, là, partir un jour sans retour. Partir un jour sans retour, plus ou moins. C'était carrément ça. J'ai dit à tout le monde, je pars pendant 10 ans et puis je sais pas quand je reviens, on verra bien. Alors il y avait des retours de prévus, mais non, il n'y avait pas de retour de prévu, mais je savais que j'allais revenir au bout d'un moment, repasser par la Belgique, effectivement, j'ai tous mes potes. Ça a été difficile de quitter ma famille, de quitter mes potes, surtout en leur disant je m'en vais les gars et je ne reviens pas avant longtemps. Donc je vis ma vie maintenant. Et bien avant d'être nomade, tout ça c'était complètement, c'était hors de portée, enfin c'était pas du tout le but. Je partais faire un tour du monde pendant très longtemps et on me reverrait 2 mois par an, 2 mois par an. L'été quoi pour voilà. L'été, ce qui n'est pas arrivé d'ailleurs. Et donc tu te retrouves en Australie en mode PVT classique, pas du tout digital à ce moment-là. Rien du tout, je travaillais dans les bars, d'abord j'ai fait les fermes. Donc là, je cueillais des cerises, je paquais des cerises, horrible boulot. J'ai eu que des boulots de merde en Australie, je vais pas mentir. Ça a été souvent difficile. Les cerises, c'était mon premier boulot et en fait, ils nous ont gardés. Donc on était à 2 heures de Sydney, à Young. Et ils nous ont gardés en fait, malgré le fait que les cerises n'étaient pas mûres. Ils nous disaient tous les jours, vous inquiétez pas, vous allez avoir du boulot, restez la semaine prochaine, machin. Parce qu'en fait, leur grande peur, c'est que du jour au lendemain, les cerises soient mûres et qu'ils aient personne pour les ramasser, quoi. Tout le monde soit parti, quoi. Exactement. Et donc en fait, ils nous ont menti parce que je suis resté là presque 1 mois et demi. Hein. Payé ? Non. Ils te logeaient ? Non plus. Donc de base, ils nous logeaient. Quand on est arrivé, ils nous ont dit mais en fait, vous n'avez pas de camping-car, donc on vous met sur un autre camping qui était de base gratuit, qui nous ont fini par nous faire payer, alors que c'est 70 $ par semaine. En camping en plus, ouais. Oui, en tente. Hein. Dans l'Australie, les campings, c'est quand même… Oui, je dormais en tente, à côté de… Oui, ah ben non, mais attends, et j'en ai vu des trucs, des araignées comas, des trucs dans ma tente et tout, enfin, horrible. Avec une poêle, j'ai dû les mettre dehors, enfin… Vraiment, j'ai vraiment vécu le truc vraiment profond de l'Australie. Et puis, en fait, on travaillait pas, et donc on ne gagnait pas d'argent. Et donc, tu t'imagines un peu l'état du camping, on se faisait bien chier. Il n'y avait rien à faire évidemment. La seule chose à faire, c'était à 40 minutes de là, c'était une cascade qui était inaccessible parce qu'il y avait eu toutes les pluies, etc. Et donc, il n'y avait pas moyen d'accéder à la cascade, quoi. Donc, on s'est fait chier pendant 1 mois et demi. Noël, je l'ai fait là-bas. Nouvel an, là, je suis retourné à Melbourne, c'était fini. La saison se termine, les cerises se terminent pour le 24-25 décembre. Il faut que tout soit empaqueté parce que c'est là qu'ils vendent les cerises en fait. Et puis, je suis retourné à Melbourne, nouvel an à Melbourne. Et là-bas, j'ai rencontré une pote qui m'a dit « Va à Cairns. À Cairns, ça va être la belle vie. Tu peux, t'es sous les tropiques. Tu vas trouver rapidement un boulot en tant que bartender comme tu as d'expérience. Et tu vas faire ton PVT, enfin tes jours, quoi. » Parce que moi, à ce moment-là, je restais au moins 3 ans en Australie parce que c'était mon gagne-pain, c'était l'Australie. C'était la seule moyen pour moi de faire de la thune. Et il te faut des jours pour renouveler d'année en année, c'est ça ? 88, 166, ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de faire du travail un peu plus manuel, tu vois, à ce moment-là? Parce que je sais que c'est un peu le fantasme de beaucoup de gens. Ouais. Moi, j'ai des amis qui bossent dans le digital, ils gagnent très bien leur vie, trop bien peut-être, et
Du coup, ils se disent ouais, mais ça fait pas de sens, j'ai envie de travailler avec mes mains, de trucs. Et qu'est-ce que c'est la réalité de ça? Est-ce que c'est un kiff? Est-ce qu'au bout d'un moment, tu dis j'ai fait le tour? Non, Est-ce que... alors c'est pas un kiff, non. Bartender, j'aime bien. J'aime bien parce que je pense que tu as un statut quand tu es bartender, tu as un petit peu le mec qui donne les boissons, etc. T'as le pouvoir, quoi. Alors, ouais, je dirais pas ça, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu un statut du bartender. Tout le monde est cool avec le bartender. Il y a un peu une espèce d'halo. Donc ça me convient. Tu peux faire kiffer les gens aussi. Voilà, tu donnes du plaisir directement aux gens, c'est génial. En plus, bon, quand tu es au bar, tu discutes souvent avec tes clients, etc. Donc ça me plaît beaucoup. Tout le reste, faire le ménage, je vais pas mentir, nettoyer les toilettes des hôtels, etc. Ouais, j'ai tout fait, hein. J'ai fait parce que quand je suis arrivé à Cairns, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai pas du tout trouvé du travail tout de suite. Il m'a fallu 3 mois pour trouver du travail, un travail régulier. Et donc en attendant, je prenais ce qu'on me donnait. Donc j'ai nettoyé des hostels, j'allais tous les jours dans un hôtel à 45 minutes de chez moi à pied pour nettoyer les chiottes, les salles de bain, les trucs, pour 2 heures de boulot, mais j'étais vraiment en chien, j'avais plus de thunes. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment pas loin des 0 €, 0 $, quoi. Ok. Parce que quand t'es parti, t'avais des réserves, mais en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Mais non, il y avait pas de j'ai boulot, pas fait d'argent. Ouais. J'ai quasi pas fait d'argent en Australie jusqu'à que j'arrive à Cairns. 3 mois après, où là j'ai commencé à être bartender, et donc là ça allait mieux, quoi. Je pense que donner du sens, faire un truc qui a du sens, c'est pas forcément un truc manuel. Je pense qu'il ne faut pas confondre un boulot qui a du sens, c'est quelque chose d'abord dans lequel toi tu mets du sens, ou alors quelque chose qui a un truc universel. Tu vas aider les gens, tu vas faire de l'agriculture, mais construire des meubles, c'est manuel, ça donne pas forcément de sens à la vie. Oui, c'est créatif, donc. Les gens ils sont plutôt en mode genre ouais, j'ai envie de travailler avec mes mains et pas être devant un écran. Oui, voilà, mais tu ça je vois, comprends. et de bouger. Moi j'aime pas ça. Ouais. Moi je suis très maladroit, voilà. Faire Ok. couper du bois et tout, pas du tout ma cam, t'es sale toute la journée. Ça ne me va pas, ça me va pas. Et du coup, bon, t'as eu différentes galères. À la fin, t'étais quand même bartender. Quand t'as rejoint Frémo, Ouais. t'étais bartender. T'es en fin de PVT du coup. Non, alors j'étais donc. Qu'est-ce qui a fait que ouais, tu t'es dit je cherche une autre voie, quoi? Ben, c'est un voyage en Asie. Enfin non, c'est plus complexe que ça. Je suis parti à Bali, à Cairns. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais perdu à Cairns, que c'était pas la vie que je voulais. J'étais parti pour faire un tour du monde et ça faisait 9 mois, ça faisait 8 mois que j'étais là. Et qu'en fait, j'étais un peu occupé à m'enraciner dans cette ville. C'était génial, c'était la grande vie aussi, vivre sur les tropiques, dans une ville un peu à l'européenne. Enfin, c'était très très chouette. Beaucoup de touristes, tu rencontrais beaucoup de monde. Quand je suis revenu de Bali, je me suis dit en fait ce que je veux, je suis parti pour ça, pour voyager, pour découvrir, pour aller à l'encontre de nouvelles cultures, etc. Machin. Et donc ça a mis un électrochoc en me disant vas-y. Maintenant, il me restait 3-4 mois, je crois, pour coffrer beaucoup de thunes. Et après, je rejoignais des copines aux Philippines. Et de là, je faisais Philippines, Vietnam, Thaïlande, Cambodge, machin. Je faisais le tour classique, quoi. Asie du Sud-Est, exactement. Ton tour du monde commençait, quoi. Exactement, Mais enfin, recommençait. Sur tes économies à l'époque, c'est ça le... Sur ce que j'avais gagné, sur ce que j'avais gagné en Australie, quoi. Ouais, exactement. Donc j'ai arrêté de sortir à Cairns, je suis sorti des hostels. J'ai pris un appart, une chambre tout seul. C'était vraiment une chambre de la taille de cette table. Hein, c'était mon lit, le frigo et c'était tout. Et donc je suis parti. Je suis parti de Cairns, j'ai quitté Cairns. En Thaïlande, je me suis fait voler mes affaires, on va dire ça comme ça pour la faire courte. Attends, ok, c'était avant qu'on se rencontre ça? C'était avant qu'on se D'accord, rencontre. Il y a encore l'Australie ok. encore entre les deux. Ok. Donc en Thaïlande, là j'ai perdu mes affaires. Je suis retourné du coup en Australie parce qu'il fallait que je rachète un téléphone. J'ai écourté mon trajet en gros. Je me suis arrêté à Chiang Mai. D'accord. Et en fait, j'étais à Bangkok parce que j'avais une copine qui était à Bangkok. Elle pouvait m'aider, elle pouvait me donner des dollars australiens parce qu'elle vivait en Australie. Et en fait, j'attendais que mon boulot me réponde pour me dire ok, on a une place pour toi quelque part. C'était une agence, je leur avais dit vous m'envoyez n'importe où, je m'en fous. De toute façon, pas en Australie, donc je prendrai l'avion là où vous m'emmenez. Et en fait, j'ai eu le temps de remonter jusqu'à Chiang Mai. Et je me suis dit bon, je retourne 4 mois en Australie, je vais me faire de la thune. Encore un boulot, on m'avait menti. Mais je vais revenir après. Et je reviens à Chiang Mai après et je continuerai mon voyage en Asie du Sud-Est. Donc je reviens en Australie. Et là, en fait, on m'avait dit que ce serait un travail dans la mine, que ce serait du FIFO, donc fly in, fly out. Donc ça veut dire que tu bosses pendant 10 jours de manière intensive. Tu fais énormément d'argent, tu es payé $60 de l'heure ou un truc comme ça. Et tu fais ça pendant 10 jours de suite, 12 heures par jour, genre. Et après, tu fly back à Perth, normalement. Et de là, tu prends ton avion, tu vas vivre à Bali pendant 2 semaines et tu fais comme ça tout le temps. C'est fly in, fly out, ça s'appelle comme ça. J'arrive là-bas et en fait, quand j'arrive là-bas, on me fait comprendre que je vais pas du tout partir de là, je vais rester là pendant 4 mois. C'est un village de 1200 habitants, très redneck australien, on est vraiment dans le fin fond du bush. Je suis au milieu du désert, vous allez voir sur une carte, c'est Leonara. Donc c'est vraiment paumé de chez paumé. C'est effectivement une ville minière, mais
En fait, je suis là pour servir les mineurs qui veulent pas manger au self de la mine. Et en fait, je travaille avec un salaire de merde dans un endroit où on me paye le loyer, ouais, mais je vis dans un container, littéralement. Et voilà, les patrons sont homophobes, sexistes, racistes. Il faut savoir qu'on vit dans une ville à majorité aborigène. Donc, il y a énormément de problèmes de violence, d'alcoolisme, de drogue. Les flics se font tabasser, voilà. Et nous, on doit gérer, enfin, mes collègues qui étaient au bar, que des femmes au bar, devaient gérer les clients bourrés toute la journée. Et moi, j'étais en cuisine derrière, donc j'étais tranquille, bien que j'avais aucune expérience en cuisine. Bon, ce boulot-là était OK. C'est plutôt l'ambiance qui régnait là-bas, les patrons qui ont essayé de me virer plusieurs fois, mais j'étais soutenu par mes collègues, parce que mon travail était bon, ils n'avaient pas de raison de me virer, excepté le fait que j'étais homo, quoi. Probablement qu'il y avait clairement de ça. Ouais, c'est la petite mentalité de petite ville de fin fond du monde, quoi. Village, mais village, enfin ouais, tout petit village, 1200 habitants, quoi. J'imagine même pas, enfin Australie, moi c'est encore sur ma liste et je vais finir par y aller. Mais j'imagine, tu vois, moi, truc de comparaison, c'est un peu petite ville, tu vois, que perdu au Canada, aux US, où j'ai pu aller, tu vois que genre c'est loin de tout, quoi. Même au niveau pensée, technologie et autres, quoi, c'est à l'ancienne. Tu sors des grandes villes, tu vois vraiment la fracture, mais je pense que c'est la même chose aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, il y a de ça aussi. Nous, bon, quand tu vas dans je peux dire la France profonde, quand tu vas dans l'Espagne profonde, parfois tu as aussi des trucs avec des mentalités un peu arriérées, mais en Belgique aussi. Je pense voilà, il faut rester dans les grandes villes. Enfin, pour moi, c'est important de rester dans les grandes villes. J'ai pas vécu des grandes expériences avec les Australiens du bush, quoi. Vraiment, de manière générale, c'était toujours des gens qui venaient de villes, etc. Les mentalités sont un petit peu limitées, mais voilà, enfin, je suis pas garant de la mentalité mondiale, voilà. Si je me souviens, c'est à ce moment-là où tu te dis, je veux me lancer en digital. Donc là, j'étais vraiment au bord du précipice et je savais plus quoi faire. En fait, j'allais vers mes 30 ans, donc il me restait 1 an de visa, mais j'avais pas du tout la thune pour continuer à faire le tour du monde, ni à... Et puis c'était la galère, quoi. T'avais des trucs, mais en fait, c'était pas ce que t'avais prévu, il y avait plus pas d'argent. J'ai galéré pendant 2 ans, exactement. C'est un surplus, j'ai un pote qui décède sur chantier. Et donc, pas chez moi, mais en fait, moi je suis occupé à passer les examens, la white card pour ceux qui connaissent, les examens pour bosser en chantier. Pour vraiment, parce qu'en fait, comme j'étais dans les mines, j'avais plein de contacts pour après avoir un boulot vraiment dans les mines en Australie pendant 1 an, quoi. Et bien payé, quoi. Et ben ouais, bien payé, FIFO, etc. Et donc j'avais passé la white card, etc. Et en fait, j'ai un pote à moi qui est décédé sur les chantiers, il s'est fait rouler dessus par un charlot élévateur, donc vraiment truc horrible. Ça m'a fait réfléchir en disant en fait, je vais pas faire ça, je vais pas risquer ma vie pour gagner de la thune. C'est pas du tout mon mindset en plus de base. Je suis pas à courir après l'argent tout le temps, etc. Alors si on en fait, c'est bien, mais c'est pas le truc. Et puis ce que je comprends, c'est quand tu bossais, de faire plus d'argent, c'était pour dire ok, je peux repartir travailler, continuer mon tour du monde, quoi. Ouais. C'était un peu, tu retournes en Australie faire de l'argent et tu repartais. Après, exactement. Comme pas mal de gens issus des backpackers et autres qui... Enfin, c'était plus le style backpacker où tu remplis ton coffre et après tu pars kiffer, ça descend mais trop vite et il faut retourner, quoi. C'était ça, c'était un peu ça le plan. Je suis tombé complètement par hasard comme beaucoup, j'ai vu la pub en fait, hein. C'est pas du hasard si je l'ai vu. J'ai vu ta pub et en fait je me suis décidé, il m'a fallu une demi-heure. Il m'a fallu une demi-heure en tout et pour tout, alors toi tu forces un peu les calls, etc. avec Gillian, mais c'était vendu. Je savais, je sais pas pour quelle raison exactement. Moi je suis très instinctif, je fonctionne très fort avec ce genre de trucs. J'ai pris la formation et voilà, ça a commencé comme ça. Parce que tu t'es dit genre ok, il me faut quelque chose de plus sustainable. Ouais. Moi en physique en Australie, parce que sinon en fait mon projet de tour du monde ça marchera pas, quoi. Exactement, en fait c'est tout. J'étais face à mon échec en fait, en me disant mais je peux plus continuer comme ça parce que je vais plus avoir droit à des visas. Il me restait 1 an, après c'est fini. Et après quoi? Après cette année-là, j'allais faire quoi? J'allais aller où? Alors on me disait tu peux aller en Amérique du Sud, mais il me restait encore plein de pays à faire en Asie. Et l'Amérique du Sud, si c'était pour bosser, enfin, c'était retourné dans l'illégalité d'abord, et puis c'était retourné, même si c'est ok, enfin je vais pas dire que c'est ok de travailler en Amérique du Sud illégalement, mais c'est plus, c'est facile on va dire, mais c'était faire quoi? Bosser dans les réceptions d'hostels, etc. de nouveau, retourner dans les... Tu t'en sors pas, quoi. Mais non, et j'avais envie de faire autre chose de ma vie, voilà, j'avais l'impression que je pouvais faire plus, quoi, qu'il y avait quelque chose de plus que je pouvais apporter. Et donc, enfin apporter ou faire en tout cas, quoi. Et donc bon, j'avais des compétences dans le digital, vu que ce que j'ai raconté au début, j'avais fait un peu d'études là-dedans, mais des compétences qu'on s'entende, j'ai tout appris par moi-même par après. Et donc ouais, ça marchait pour moi, ça
Ça a cliqué, je me suis dit ok c'est bon, je me lance là-dedans. Tu avais une vraie promesse aussi que tu disais ok au bout de 6 mois vous faites 2000 €, enfin tu as toujours cette promesse-là je pense. Non mais promesse, mais c'est en mode voilà les gens témoignages, qui bossent vraiment, enfin ton marketing est bien fait. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait tu vois donc pourquoi pas toi. Voilà c'est exactement ce que je me suis dit. Il y en avait d'autres, il y avait des témoignages de gens qui disent mais voilà moi j'en vis etc. J'étais là ok j'ai assez de thunes pour retourner à Chiang Mai. Alors de base, donc, je retournais à Chiang Mai quoi qu'il arrivait parce que c'était la fin de mon voyage précédent. Donc je retournais à Chiang Mai, je ne savais pas du tout que toi tu étais basé à Chiang Mai à ce moment-là d'ailleurs, entre parenthèses. Je faisais de Chiang Mai, Laos, Cambodge, Malaisie et je retournais à Bruxelles après pour la première fois en 2 ans. Donc ça c'était le plan, j'avais assez de thunes. À Bruxelles j'y vais chez mon père et ma mère donc j'avais pas trop d'argent à dépenser. J'étais là ok c'est le moment, j'ai de l'argent à investir, on y va. J'ai continué 1 mois en Australie puis je suis arrivé à Chiang Mai. Et là, je t'ai envoyé un message, je crois, pour te dire écoute, j'ai vu que tu étais à Chiang Mai, est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Et tu m'as dit oui. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je te trouvais très inaccessible au début. Je me suis dit, bon, s'il est chef de formation, c'est le patron, tu vois, il a autre chose à foutre que rencontrer. Mais en fait, pas du tout, tu es très accessible. Moi, j'essaie de rencontrer tout le monde qui passe sur ma route ou autre. Mais je me souviens, tu avais écrit, et puis moi, je m'étais dit, vas-y, il y a quelques freemotes dans le coin, faisons un meet-up des freemotes, aussi les gens de la boussole, tu vois, faisant un petit meet-up. Exactement. Mais c'était saison des pluies et pas grand monde, c'était pas la folie. Enfin, même le resto, on est arrivé tous trempés parce que voilà. et c'est vrai qu'au début, donc toi, tu étais là, mais tu avais rejoint il y a 1 mois et quelques. Ouais. Il y avait Polo et Alexandra. Polo et Alex qui sont devenus des gros bisous. Qui sont devenus mes colocs constants quasi là. On voyage, on est à Bali là, on a vécu ensemble. On va vivre probablement encore ensemble après. Donc Et puis moi je les avais rencontrés à Bali 2 ans avant ça, je crois. Et puis Alex elle avait rejoint Freemote en 2021, donc ça a commencé à faire un petit moment. Et puis il y avait aussi Kevin, qui lui est toujours là aussi basé ici. Il est toujours ici? Ouais, il est toujours basé ici. Il a pris une maison un peu en banlieue, mais ouais. Ok. Et c'est vrai que ça a bien matché à ce moment-là. Et au début c'était un resto, pizza, machin et tout. Et en fait, on a fini à 6 h du matin en sortant d'une boîte, il faisait encore jour. C'était très drôle, on a passé une très bonne soirée en vérité. Super soirée, c'était en mode, le resto c'était cool, bon d'avoir une rentrée, tu vois. Allons boire un verre là-bas et puis de truc en truc, ça a fini dans une boîte underground. C'était très marrant, on a passé une très bonne soirée. Et ça a un peu fait les liens, ça a fait les liens avec entre toi et moi, mais aussi avec Polo et Alex. Ça a vraiment créé un truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant de vous rejoindre au resto, moi j'avais encore rien du tout. Donc j'avais juste suivi la formation et j'avais pas de clients, j'avais rien, etc. Mais j'avais une cliente. J'avais 2 clientes potentielles que je pouvais appeler, mais j'étais là, je veux profiter de mon voyage, je veux pas me prendre la tête avec tout ça pour le moment. En fait, j'ai eu tellement honte de me pointer chez vous et d'être le petit nouveau de la formation qui est encore rien, etc. que j'ai changé mes plans en 2 minutes. J'ai appelé mes clientes, mes prospects du coup, qui m'ont directement dit oui. J'ai eu une chance de dingue, qui m'ont dit oui, ok, on travaille, c'est une des 2 qui m'a dit oui, je travaille avec toi. Donc en fait, quand je suis arrivé, j'ai directement pu vous dire, écoutez les gars, je viens de signer mon premier contrat, etc. Comme ça, j'arrivais pas, tu sais, en mode ah oui, coucou. C'est vrai que je me souviens que tu es arrivé, tu t'es dit ouais, j'ai trouvé une cliente aujourd'hui et tout, t'es là, trop bien et tout. En fait, ça t'avait forcé à. Ouais. Bien alors, c'est positif. Bien sûr, et j'aurais peut-être que je l'aurais jamais fait si j'avais attendu. Tu serais repassé en mode backpacker, quel était ton confort. Mais voilà, je serais arrivé à Bruxelles et en fait, j'aurais vécu ma meilleure vie à Bruxelles, j'aurais vu mes potes, la famille, ça aurait été trop bien. Et en fait, j'aurais mis ça de côté peut-être. Alors que là, c'est ce que je disais à Arnaud. Le momentum, il est hyper important. C'est ce que j'ai dit à Arnaud l'autre soir, je lui ai dit écoute, le moment c'est important. Moi, toi, commencer à Chiang Mai, regarde d'être entouré d'entrepreneurs, prends le pas. Lance-toi maintenant, viens bosser avec nous, quand on bosse ensemble, va voir les trucs parce que ça me motive énormément. Je suis inspiré par les gens quand je vois qu'ils réussissent et que c'est possible, tu vois, c'était aussi de montrer les gens qui réussissent et que c'était possible pour eux. J'étais là, allez, il n'y a pas de raison que je puisse pas le faire, quoi. Donc, c'est vrai que je vois que ta posture elle a changé par rapport à tu étais un peu j'ai envie de dire un peu le jeune padawan, tu vois, t'étais avec nous, tu venais, on parlait de nos chiffres, de notre activité et tout, et puis là, je sens que tu as pris un tournant un peu après ça, quoi. Oui. Et j'ai beaucoup. Mais bien sûr, et ça, j'ai complètement changé aussi mon plan de voyage parce que, comme je t'ai dit, j'allais faire normalement Laos, Cambodge, Malaisie. Je suis resté 1 mois à Chiang Mai au final parce que j'avais toi, Polo, Alex, on travaillait ensemble tous les jours. Vous m'avez donné plein de conseils, plein de trucs. C'est sûr que ça. J'ai blindé appris. Mais je pense que c'est le moment où tu as switché du mode genre
le plaisir court terme, genre backpacker, je vais là, Ouais. je vais voyager, ça va être cool, il y aura d'autres gens à faire la fête et tout, à genre, tiens, en fait, posons-nous ici, on bosse Ouais. un peu pour enfin lancer l'activité et là, du coup, pouvoir voyager en illimité, tu vois. Et ça, Exactement. c'est le truc que beaucoup de gens ont du mal à faire. Parce qu'aujourd'hui, bah, tu as tous les trucs, tu vois, tu cliques, tu es sur Netflix, tu fais ça et voilà. Et du coup, il faut vraiment avoir cette volonté, cette motivation Ouais. de te dire, vas-y, je me bouge, ça va pas être facile, je me bouge et comme ça, après, c'est bon, tu vois, c'est en place. C'est très important et il n'y a que en se bougeant qu'on fait les choses, les gars. Et vraiment, on peut prendre toutes les formations du monde qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a que l'action qu'on met et l'intention qu'on met dans notre acte qui fait qu'on va réussir et que machin. C'est toujours facile, moi on en voit plein, mais enfin, je gère un peu tes pubs aussi, donc enfin, les commentaires, etc. Et tu vois souvent des gens qui disent ah le freelancing c'est bouché, y a pas, ça n'a jamais été autant ouvert que maintenant. Il y a de plus en plus d'entreprises qui recrutent des freelances parce qu'elles voient il y a un véritable avantage d'avoir un freelance comparé à des salariés, en tout cas d'un point de vue fric pour les entreprises, c'est hyper intéressant. Et donc ces gens-là, c'est des gens qui, alors je suis désolé, hein, mais qui n'en foutent pas une en fait, et tu les vois. Hein. Ouais, mais c'est les gens qui sont en fait, tu leur montres qu'il y a quelque chose d'autre possible pour lesquels ils sont pas prêts à se bouger, donc ils sont en réaction, c'est comme si tu les dérangeais. C'est ça, et il y a des croyances aussi, il y a plein de trucs derrière qu'il faut travailler et qu'il faut, il faut sortir les doigts. Et moi j'ai été un énorme branleur toute ma vie, je suis le bon exemple du mec qui s'est sorti les doigts du cul et qui s'est bougé parce que, enfin tu vois bien, j'étais parti en Australie, j'étais un peu là, je virevoltais, je savais pas trop quoi faire, j'avais pas de plan d'avenir à part voyager. Et il y a eu un déclic quoi, il y a eu un truc qui m'a fait me bouger et ouais. Qui m'a fait me bouger et je pense qu'il n'y a que ça. La réussite, il n'y a pas de facteur chance, c'est que du travail et des contacts. Voilà. Ouais, et puis savoir quoi faire, et t'entourer de bonnes personnes et voilà. Mais ouais, tu vois, c'est un point intéressant que le freelancing, il y a de plus en plus de freelance, mais il y a beaucoup de gens qui disent ah mais la concurrence va augmenter, etc. Ça fait longtemps qu'il y a des freelances, tu vois, moi je fais ça depuis plus de 10 ans et voilà. Mais là, il y a des outils incroyables qui sont arrivés sur le marché. Il y a plus de monde, mais aussi c'est plus populaire qu'avant. Moi, il faut voir, il y a 12 ans, quand tu disais je suis freelance, Ah oui, mais bien les sûr. boîtes elles disaient c'est quoi ça, enfin, tu vois, t'es tout seul, tu viens me proposer des services, c'est quoi ce truc-là? Maintenant, les gens, n'importe qui, plus ou moins, tu leur dis freelance, ils voient ce que c'est plus ou moins, quoique des fois c'est un peu flou pour certains, mais c'est plus clair. Et oui, il y a plus de compétition, mais il y a plus de demandes aussi. Les boîtes connaissent, les boîtes ont besoin. Ils se disent plutôt qu'embaucher quelqu'un qui va me coûter 2 fois plus que finalement ce que lui est payé, je peux prendre un freelance à temps partiel qui est expert de son domaine et qui va pouvoir m'aider là-dedans, tu vois, plutôt qu'un employé qui après il faut lui donner du travail. Et, voilà, il faut, enfin tu le dis très dans la formation, il faut voir s'il faut avoir une offre, il faut avoir, et puis la manière dont on se vend aussi c'est hyper important. Moi je suis très contre la prospection de masse, etc. Et c'est à double tranchant la prospection de masse parce que en fait tu es tout le temps déçu. Parce que tu vas faire blinder, tu vas en contacter plein de gens avec des messages plus ou moins similaires, etc. Et tu reçois des dizaines de milliers de noms, etc. Il vaut mieux avoir un bon ciblage, un bon truc. Et en plus, tu vois, en freelance, la prospection, tu peux en avoir besoin, je dis pas, mais combien de personnes vont là-dedans un peu par flemme, tu vas te dire, ok, je vais appuyer sur un bouton, je lance un truc, ça va envoyer des messages partout, des mails, alors qu'en fait, parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux pour activer leur réseau. Et je pense 95% des gens, on va dire un truc comme ça, s'ils se mettaient vraiment à activer leur réseau, leur première mission et les suivantes sont là parce que tu fais une mission avec un ami d'amis ou un contact, il est satisfait, il te recommande, tu vois, c'est un peu ton cas à toi. Je l'ai jamais prospecté, jamais. Et prospecter en tant que freelance, tu vois, je dis pas que ça peut pas arriver, tu vois, si à un moment, je sais pas, il y a un gros changement et tout ça pour réactiver le truc, mais en tant que freelance, t'es pas censé avoir de prospecter parce que tu es censé satisfaire les clients que tu trouves et les garder pendant des années. Ouais. Donc si tu prospectes tout le temps, il y a un gros problème. Et ça, c'est un truc aussi de beaucoup de gens qui s'informent sur LinkedIn et qui voient des techniques de prospection, mais adaptées aux agences qui, elles, ont besoin de bombarder parce que les agences, pour moi, c'est un modèle un peu à moitié cassé. Enfin, je suis pas fan. Il faut toujours trouver de nouvelles personnes que tu vas pas satisfaire, qui vont chercher un gros taux de roulement et donc il faut prospecter en continu. Mais en freelance, ça peut arriver, mais si tu as besoin de prospecter trop souvent, c'est que ton activité, elle est mal foutue. Tu n'apportes pas assez de valeur à tes clients. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le réaliser et se dire ok. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé du coup, c'était via l'activation de mon réseau. Donc, comme je t'ai dit, j'ai appelé quelqu'un autour de moi qui, je savais, avait une entreprise. Et en fait, elle m'a dit, mais je recherche quelqu'un maintenant. Donc, en fait, moi, je n'appelle pas ça un coup du destin. Moi, je pense que c'était bien calculé. Mais bon, chacun dira ce qu'il veut. Mais non, il y avait.
j'ai jamais prospecté et j'ai pas envie. Et j'ai augmenté mes tarifs. J'ai des clients qui sont venus vers moi par eux-mêmes, par réputation. J'ai même une cliente qui est venue à moi pour une cliente pour laquelle j'avais pas encore bossé. Donc c'est quelqu'un pour qui c'est en attente là, qui m'a recommandé. Donc en fait c'est ça, une fois que tu commences à bien faire ton travail et à montrer qu'il y a une vraie plus-value, ben, les gens parlent de toi et il y a plein de petites PME, il y a plein de gens, enfin moi je suis dans le digital, après je sais pas, c'est peut-être particulier, mais il y a plein de gens qui ne savent pas gérer leur publicité, qui ne savent pas gérer leurs réseaux sociaux, qui n'ont pas de stratégie, de tunnel de vente qui sont établis. Et donc en fait, moi je viens faire tout ça, quoi. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as trouvé tes différents clients? Donc ce n'est que j'allais dire du bouche à bouche, ce n'est que du bouche à oreille. C'est une technique originale et oui, c'était mes anciens clients. Très efficace. Ouais. Donc la première c'était un coup de fil. J'ai donc appelé quelqu'un dans mon réseau qui avait une entreprise et c'était une école de naturopathie. Enfin, c'est toujours d'ailleurs, c'est toujours ma cliente, enfin pas ma cliente, c'est pas celle qui me fait gagner le plus d'argent, mais c'est le projet sur lequel je suis vraiment directeur marketing, tu vois, genre je décide de tout, c'est trop chouette. Et donc ça c'est vraiment un projet qui est passionnant. Et puis la deuxième, ben, elle a été recommandée par ma première cliente. Non, le deuxième c'est toi, ça arrive en même temps. Il y a eu toi qui m'as appelé, réseau, pareil, hein, quand je dis votre réseau, c'est vraiment important. Tu as pas bossé aussi avec Polo LX, je sais pas si c'est encore le cas. Ouais, je sais qu'au début, Polo, il te formait un peu sur différents trucs. Donc ça aussi, mais ça je les compte pas comme des clients, mais je vais venir à ça juste après. C'était mes stages, ouais. Non, si Polo, il m'a fait faire 2-3 trucs, il m'a payé pour 2-3 trucs, mais c'était des petites missions parce que c'est surtout des trucs qu'il avait pas envie de faire et qu'il était prêt à me laisser faire tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Et non, avec donc j'ai eu 2 autres clients. Qui sont pour laquelle je fais j'ai un peu modifié mon offre depuis, etc. Et là, ce que je vends, c'est une page de vente et de la pub sur une page de vente pour un produit. Et donc en fait, je fais des ventes, quoi. En gros, c'est ça. Je fais tout le parcours client jusqu'à le bouton achat. Donc, tout ça par réseau, par réseau Freemote aussi. Là, tu me disais qu'il y a trouvé quelqu'un de nouveau aussi. Sabrina, merci Sabrina, qui m'a mis en contact depuis 2020. Ouais, je sais pas du tout quel est son parcours, mais elle est OBM pour. BM et ouais, elle a travaillé pendant longtemps pour un ami à moi qui fait de la formation en programmation. Je sais plus si ça se trouve ils travaillent encore ensemble, mais en tout cas c'était ça à l'époque. Elle s'est lancée avec ça et puis après t'as contacté parce que le truc aussi, c'est que quand tu es freelance, et tu vois, la force de faire partie d'un collectif et un groupe de freelance, c'est que tu es freelance, tu trouves un client, peu importe si c'est ton réseau ou autre, ou via le Freemote, tu as besoin de quelqu'un qui fait quelque chose que tu sais pas faire. Tout à fait. Bah, tu vas appeler quelqu'un, tu vois. Et moi, j'ai une mission que j'ai depuis longtemps en freelance. J'ai appelé un pote programmeur, j'ai appelé des gens en rédaction, des gens en SEO, des gens plein de trucs. Et en fait, j'amène des gens sur des missions. En fait, une mission de quelqu'un, d'un freelance, bah, ça peut devenir facilement 3, 4, 5 missions pour ses potes freelance à lui. Donc si tu fais bien, si tu vois, tu es visible, mettons dans Freemote, elle t'a trouvé parce que elle a peut-être vu que tu bossais avec moi ou que tu étais actif. Elle m'a vu quand j'ai fait mon post fin d'année, on n'avait pas de post et j'ai dit bon je vais le faire moi-même, c'est le bon moment pour célébrer ça. Ouais, partager les victoires, ouais. Exactement. Ouais. Et c'est un peu de la com interne dans Freemote, quoi. Ah, oui, tu partages, tu te mets de l'avant et les Freemote te disent ok, bah Quentin il a l'air bien, c'est le moment, tu vas te bosser avec lui. Et là je fais pareil, hein. Enfin, j'adore discuter avec toi et je suis très honoré que tu m'invites dans ce format. Il y a toujours une part de pub un petit peu aussi quand tu es mis en avant, etc. Par des personnes qui sont beaucoup plus visibles que toi, etc. Il y a un vrai truc là-dedans aussi. Alors je suis pas venu pour faire ma promotion les gars, hein, franchement là. mais ça va se faire tout seul, tu vois. Quentin Roy sur LinkedIn. Ajoutez-moi s'il vous plaît. Déjà pour te trouver, c'est quelque chose. Oui. En plus, mon LinkedIn, il est claqué au sol. Je ne le mets pas du tout à jour. Parce que justement, comme je fais pas de prospection, etc., t'as pas eu besoin. Mais non, c'est la communauté. C'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens, en fait, le réflexe, ils disent freelance. Il va falloir vendre comme un vendeur de tapis, avoir mon site, mes cartes de visite. En fait, c'est tout l'inverse. J'ai pas de site, j'ai pas de carte de visite. J'ai rien du tout. C'est ça. T'as pas besoin de tout ça. C'est bien de l'avoir à terme, tu vois. Là, je s'occupe à faire un portfolio, mais Ouais, mais ça t'aide dans tes propos commerciaux quand tu te fais recommander. Mais les réflexes des gens, en fait, par rapport au freelancing sont pratiquement tous pourris. Et moi, mon travail en Freemote, c'est déjà de tout casser ce qu'on vous a appris ou ce que vous pensez, en regardant LinkedIn et d'autres trucs, pour vous dire, en fait, c'est méga simple. Bien sûr, il faut des compétences ou alors au moins une méga motivation, envie d'aider des clients et d'être à l'écoute et des fois de repartir un peu du début, tu vois. Ouais. Tu vois, tes petites postes de stagiaire, voilà.
Il y a des gens, ils arrivent avec un ego, genre ouais, moi je vaux 40 € de l'heure. Ouais, non, tu vaux rien du tout en fait au début. T'as beau avoir un poste de directeur, je sais pas quoi en entreprise, au début, faut reprendre dans ce mode indépendant, faut changer toutes tes façons de penser, mettre les besoins de ton client en premier, être proactif. Et après, quand on le fait bien comme tu l'as fait, ça va vite. Mais des gens qui, tu vois, entre quelqu'un qui est trop fier et qui se dit je vaux 40 € et qui au bout d'un an il dit ah bah en moi j'ai pas trouvé une mission, etc. Versus quelqu'un comme toi qui est plus en mode genre ok, je sais qu'il faut me bouger, etc. Je reprends du début, mais voilà, au bout de 6 mois. Vendu à 25 €. Au bout de 6 mois, ouais, mais au bout de 6 mois, tu as une activité complète, tu voyages et tout ça parce que tu as mis les efforts et voilà. Oui, donc oui, j'ai commencé à 25 € et du coup c'était facile parce que j'avais accès à j'ai pas peur de parler d'argent, hein, donc clairement on peut en parler. C'est rafraîchissant dans les francophones. Ouais, c'est parce que je suis belge, je crois. Non, mais Même pas. non, je sais, c'est un truc de francophone, parler d'argent, donc j'ai pas du tout de problème. Je gagnais 25 € de l'heure, enfin je me vendais à 25 € de l'heure au début, et c'est vrai que le fait de me vendre pas trop cher, ça m'a permis aussi d'ouvrir des portes et de gagner des vrais salaires, quoi, de me dire ok, si je me vendais 50 balles de l'heure, il y a plein de gens qui m'auraient pas pris, qui m'auraient dit mais t'es trop cher, machin, et pas que ce soit pour mon profil ou peu importe, c'est juste ils n'ont pas les moyens. Et donc là j'ai commencé avec ça et aujourd'hui 6 mois après je suis à 100 € de l'heure. Donc tous mes nouveaux contrats sont signés à 100 € de l'heure. Et c'est bien, et j'apporte de la vraie valeur, machin, donc c'est génial. Mais ouais, non, et en 6 mois, donc quand tu te vends directement 50 € de l'heure et que tu n'as pas de portfolio, que tu n'as pas de nom, que tu n'as rien, que tu n'as pas d'expérience, que tu ne sais pas comment gérer tes clients, etc., en fait tu ne te vendras jamais. Alors que si tu fais l'inverse, que tu diminues un peu ton prix, que tu ravales un peu ta fierté, que tu dis, bon après, pour être honnête avec toi, 25 €, j'avais jamais, 25 € l'heure, j'avais jamais gagné ça de ma vie. Hein. Ouais, puis donc, 25 € de l'heure, c'est bien booké, t'es bien. Enfin, en étant flexible et faisant ce que tu veux. C'était énorme parce qu'en banque, je gagnais quoi? C'est quoi les salaires en Europe? C'est 16 € de l'heure? 17 € de l'heure? Ouais, puis encore, faut voir. Hein. Mais donc, donc en gros, c'était 25 € de l'heure, ça me paraissait bien, quoi. Ah mais c'est bien. Puis après, quand tu fais différentes choses, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils ont plein de compétences, ils savent pas par où commencer. Toi, tu as été assez à l'écoute et voilà. Mais c'est cool aussi, au bout d'un moment, tu vois, pour ton profil de ce que je connais, d'avoir plusieurs clients dans plusieurs domaines, tu vois. Et voilà, tu vois, par exemple, 100 € de l'heure pour du contenu, ça le ferait pas, tu vois. Mais en même temps, c'est cool aussi d'avoir différents clients, différentes missions et de faire différents trucs. Parce que dans une journée, tu peux faire un truc A qui est créatif, un truc B qui est plus analytique, échanger, switcher, les relations clients. Puis un client aujourd'hui, il a besoin de toi pour tel truc. Mais demain, si la confiance est là et qu'il te fait confiance, il va te dire ok, vas-y, je te forme, je te paye un programme pour te former à tel truc, vas-y, je te fais confiance, tu vois. De manière générale, construire des relations durables avec les gens et donc avec mes clients aussi. Je veux faire évoluer leurs projets, je veux évoluer avec eux et moi je suis très content de faire plein de trucs différents, d'avoir plein de missions, voilà, d'avoir plus de responsabilités. C'est en fait si je devais faire tout le temps la même chose, ça me rendrait dingue, mais je sais, ça me rendrait dingue littéralement, donc ça me pousserait à arrêter, je serais moins motivé, je serais moins… Les profils freelance, on a besoin de diversité et tout, surtout nous les nomades encore plus. Et du coup maintenant c'est quoi les next steps là, donc là, grâce à tout ça, tu as pu passer presque 6 mois à Bali, ce qui était ton goal. Ouais, donc j'ai fait 2 mois à Bruxelles, 3 mois à Bruxelles, puis là j'ai fait 4-5 mois à Bali je crois, entre Ubud, Ahmed, beaucoup de temps Ahmed, bisous. Ahmed, j'avais beaucoup de dédicaces. Ce n'est pas une personne, c'est oui, c'est une ville. C'est une ville sur la côte est. Donc ouais, c'était super chouette. Maintenant voilà, un peu marre de Bali, j'ai envie de faire autre chose. Donc… Je me dis qu'on cracherait pas sur Bali. Non, ouais. Non. Oui, non, on va pas cracher sur Bali. C'est une île exceptionnelle. Yes, et du coup là, t'es passé à Chiang Mai pour le team. Ouais. La retraite d'équipe, on veut dire ça. C'est ça, ouais, j'ai des potes aussi ici. Et après, du coup, là, donc Bali, c'est fini pour un moment. Donc là, t'es reparti en mode première fois, genre full nomade qui bouge, quoi. Parce que Bali, t'étais nomade, mais tu t'es quand même posé. Oui. Donc là, t'es avec tes affaires et tu sais pas où tu seras dans 2 semaines, quoi. Si, je sais où je serai dans 2 semaines. Dans 1 mois. Dans 1 mois, je suis pas sûr. Voilà, ça c'est nomade. Ouais, ça c'est vraiment nomade. Donc je vais là, donc je reste ici pendant aller jusqu'au 5. Comme ça vous avez tout mon agenda. J'arrive à Hanoï et de là j'ai des copines, enfin j'ai 2 potes qui font le tour du monde là maintenant, qui sont ici à Chiang Mai. Et on part ensemble ici pour aller jusqu'à Hanoï. J'ai 2 copines qui nous rejoignent de Bruxelles pour faire Hanoï. Et on va faire tout le nord du Vietnam.
Donc là, ça va être un peu sportif parce que je prends pas congé, donc ça va être entre tourisme Et donc du coup, tu te balades et voilà, tu vas découvrir au fur et à mesure où est-ce que tu vas aller. Ouais, etc. alors le plan c'est Koh Samui normalement, Ah oui, c'est vrai. mais c'est un peu cher. Et donc. Thaïlande du Sud, surtout à cette période, c'est plus cher. Ouais. Donc en fait, je sais pas. Après, je pense que je vais d'office je reviens en Thaïlande après le Vietnam. Je pense que je vais de toute façon demander le DTV là, c'est ça. Comme ça c'est fait. C'est un visa. Ouais, c'est le visa de 5 ans. C'est un nouveau visa nomade de 5 ans, ouais. Qui me permet de rentrer et sortir quand je veux, plus ou moins, avec des frais quoi. Parce que tu dois repayer le visa à chaque fois que tu rentres. Je crois que c'est au bout de 6 mois, tous les 6 mois pour le refaire, mais si tu sors et que tu rentres, je pense que non. Okay. J'ai pas les détails. Je suis pas expert en visa, mais après je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je dois être au Portugal le 15 juillet, c'est tout. Ouais, donc tu te vois bien passer un petit peu en Europe. Ouais. Et puis l'Amérique du Sud, j'ai très envie d'y aller, mais j'ai l'impression de ne pas avoir terminé ce que j'ai à faire ici, et en même temps, je suis pas terminer l'Asie. Non, je sais, mais j'ai l'impression d'avoir encore un truc à faire quoi. Alors peut-être que c'est de la Thaïlande maintenant et que je me dis bon, je vais encore passer 6 mois ici et ça va être génial et puis je me dirai bon, mais je suis très très appelé pour le moment, il y a plein de signes tout le temps. Moi je te dis, l'Asie elle reste là, hein. Mais si tu as envie d'y aller, tu vois, c'est comme moi qui vais au Mexique là, pas très longtemps, sur un coup d'envie, tu vois, c'est longtemps que j'ai pas été, ça t'ouvre d'autres perspectives. Quoi. Rien ne m'empêche d'y aller, effectivement, et même de me dire juste je vais faire 3 mois en Colombie, 2 mois au Pérou, puis je reviens en Asie. Puis même, tu vois, maintenant que tu as différentes missions à différents tarifs, tu vois, ça t'ouvre aussi d'autres perspectives pour les voyages, tu vois, tu dis ok, vas-y, je dois me payer un billet d'avion à 1000 €. Bon, Amérique latine, Asie, c'est pas ouf, écologie, etc. Non, ça, je le ferai pas, mais non, même peu importe si tu repasses par l'Europe ou peu importe le truc, mais tu dis ok, bah voilà, 1000 € de billet d'avion, bon, c'est 10 heures à me contrat à 100 € l'heure, c'est peut-être 20 heures si on mélange un peu tout, tu vois, mais je propose des nouveaux trucs et t'es plus en mode genre, vas-y, je vais créer cet argent en fait. Ah ouais, bah oui. Plutôt que d'être en mode genre, j'économise, je fais des trucs, tu vois, un peu en mode salarié quoi. Oui, mais là j'ai pas beaucoup d'économies. Parce que bon, j'ai beaucoup de. Parce que je kiffe ma vie. Je suis pas du tout. Je suis la cigale, je suis pas du tout la fourmi, moi. Dès qu'il y a un truc de soleil, je suis dehors et je dépense ma thune. Mais je suis pas quelqu'un de très dépensier. Je vais pas m'acheter des fringues, c'est que des trucs de fripe, etc. Mais je dépense dans l'expérience. J'adore aller boire des verres avec des potes, aller faire du rafting, tu vois, des trucs. Ça me fait kiffer. Et bon, juste l'expérience, ouais. Et je regarde pas la dépense quand je fais ce genre de trucs. Ok. Mais et comment tu vois la suite de ton aventure et ta carrière de freelance nomade? D'abord, j'espère. Bon, là, il y a un projet donc avec Alex et Polo dont on avait parlé et que je t'avais dit juste avant. Il y a une agence qui est occupée à être créée, qui est créée, qui leur appartient à eux deux. Moi, je suis probablement prendre plus de responsabilités au niveau du marketing, etc. avec eux. En fait, il n'y a pas de plan d'avenir à plus que ce que je vis maintenant, quoi. Donc c'est développer mon entreprise. Continuer, quoi. Continuer exactement ce que je suis occupé à faire. Il n'y a aucun projet de rentrée, il n'y a aucun projet. Je viens de commencer en somme. Ça fait 2 ans que je voyage, mais. Ouais, tu viens de débloquer le mode illimité, quoi. Exactement. Je viens de débloquer les cheat codes là maintenant, voilà, et donc j'ai envie d'en profiter. Il n'y a pas de plan, il y a personne. Il y a mes parents, mes potes qui m'attendent à Bruxelles, mais ils ont bien compris cet été que. Ce sera comme ça dorénavant, parce que je suis très très proche de tous les gens que j'ai laissés à Bruxelles. J'ai dit au début, c'était pas évident de partir, mais gros bisous, grosse dédicace à Bruxelles. C'est pas la radio ici. Mais oui, c'est ça, oui. Sacha, JS, Dylan, ouais. Non, il y a une vraie. Il me manque au quotidien, etc. Et la vie en Belgique ne me manque pas du tout. Mais la vie entourée de mes proches, ça me manque. Mais voilà, on a été très clair cet été. J'ai bien expliqué à tout le monde qu'avec mon activité maintenant, ce serait comme ça, que je ne vivrais plus en Belgique, que je ne vivrais probablement même pas en Europe. Voilà, il n'y a pas de plan d'avenir. Il y a juste développer mon entreprise, bosser pour des clients avec qui je kiffe de bosser, trouver des nouveaux clients, rencontrer plein de monde, voir des trucs exceptionnels sur Terre. Et voilà, vivre des expériences de ouf. C'est ça que le futur. Trop bien. Tu sais, il y avait la question un peu des avis tranchés que je t'avais posé en préparant l'interview. Oui, j'ai pas compris. Non, c'est pour y voir des trucs un peu spicy, ça m'aide à trouver des petites miniatures et tout ça, tu vois. Est-ce que tu as un truc que tu veux partager, tu vois, un truc en particulier les pseudo-influenceurs de Django. Non, mais je pense que... Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, par exemple, par rapport au freelance, on n'a pas parlé, mais par rapport au voyage en mode nomade, tu vois, des choses...
tu vois, des critères que tu as qui sont différents, des choses auxquelles tu fais attention, des endroits où tu n'irais pas pour telle ou telle raison, tu vois, un peu ton Oui, prisme. alors ouais, il y a un truc, donc bon, je l'ai quand même fait, donc je suis un gros hypocrite au final, mais c'est vrai que parfois il faut expérimenter des choses pour un peu se rendre compte. J'essaye, dorénavant, j'aimerais éviter tous les pays où l'homosexualité est condamnée, par exemple, où les femmes n'ont pas des droits fondamentaux, où tous des trucs en fait qui s'ajustent pas avec mes valeurs, ça me pose un problème. L'Indonésie, l'homosexualité est illégale et punie par la peine de mort, je pense. Hein. Donc c'est pas du tout rigolo. Bah oui, c'est un pays musulman, très musulman, et donc bah, ils ont les lois un petit peu. Ouais, c'est l'Indonésie. Bali, c'est un peu à part. Quoi. Alors Bali, c'est un peu à part, mais il n'empêche que je donne quand même mon argent à l'Indonésie au final, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, moi j'ai plus envie d'aller dans des pays qui respectent pas mes valeurs en fait. Tes critères, ok. Ouais, ça me fait chier parce que j'ai l'impression de. C'est comme. Voilà, Dubaï, j'y ai été, j'y retournerai sûrement, mais je veux pas y vivre, tu vois. Je veux pas, j'y passe 2-3 jours parce que c'est hyper pratique. Dubaï, c'est con, mais c'est pile entre l'Asie et l'Europe. Donc ouais. Et j'ai des potes qui vivent là-bas, donc quand j'y vais, je paye pas le logement, etc. Mais non, j'ai plus envie de dépenser trop de thunes là-dedans. J'ai envie que, voilà, j'ai envie de. C'est vrai que pour les homos, il y a des destinations qui sont plus ou moins bien, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'en tant que faringue, je risque pas grand-chose, tu vois. Oui. Mais c'est pour mes frères homosexuels qui vivent un enfer en Arabie Saoudite, en Indonésie, en Malaisie. Il y a plein d'endroits dans le monde, je les connais pas tous. Mais du coup, vu que toi, tu as le choix d'aller où tu veux, il y a des spots où c'est plus cool, quoi. L'Amérique du Sud. Ouais. Bah, la Thaïlande. Thaïlande, bravo à la Thaïlande qui vient de célébrer leur premier mariage gay. Donc bravo la Thaïlande. Et j'adore les Thaïlandais. Il y a un peu différents hotspots. Tu vois, moi, je suis pas homo, mais je vois un peu les trucs. Je vois où mes potes vont, nomades. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont à Berlin, Londres, New York, Montréal. Puerto Vallarta aussi au Mexique. Voilà, c'est plutôt mal. Ouais, parce que franchement, j'ai pas quitté la Belgique pour aller vivre à Berlin ou à New York. Mais en fait, il y a toute une autre carte en fait que moi voilà qui est un peu un circuit. Puis après, il y a le mois des Pride aussi là, où il y en a partout. Enfin, je vois des nomades qui font des voyages de ouf à ce moment-là. Après voilà, moi je suis pas très branché dans le milieu gay. Enfin, moi tous mes potes sont hétéros. Je sais pas, mais c'est vrai que pour sortir, pour faire des rencontres, il y a un moment Tinder, Grindr, c'est bon. T'as envie de faire des rencontres en physique, quoi. T'as envie de rencontrer des gens, discuter avec eux, draguer dans les bars, etc. Mais oui, des rencontres un peu organiques. Et ça, il n'y a pas. Enfin, il faut sortir, il faut des endroits où l'homosexualité est acceptée et se montre, quoi, peut se montrer de manière ouverte, quoi. Disons ça comme ça. Et voilà, même si j'ai pas besoin d'un mois de fierté et de tout ça, j'ai besoin par contre de pouvoir sortir, de rencontrer mes pairs et des gens que je peux draguer, où je sais que je suis pas dans une boîte hétéro, où tu sais jamais vraiment, voilà. Donc ouais, ça j'aime bien, ça me plaît. Et la Thaïlande, pour ça, en plus ils sont hyper ouverts ici, ils s'en fichent complètement. Je suis étonné que le premier gay, moi aussi. ce soit maintenant parce que… Ici, on est à Chiang Mai, c'est la troisième ville de Thaïlande. Bon, c'est pas une énorme ville, enfin, il y a combien d'habitants ici, tu sais Si, il y a quand même 1 million et quelques dans la périphérie, c'est quand même assez étalé, ouais. C'est pas très… La ville en elle-même n'est pas très grande, quoi. Mais il y a quand même des bars gays, il y a tout un quartier gay, il y a quand même… Quand j'étais à Phuket, là, il y a 6 mois, toutes les rues, j'y étais pendant le mois des fiertés, du coup, c'était juste après qu'on soit quitté, je pense. Ouais, c'est l'été que ça se passe, ouais. Et là, il y avait… des drapeaux, mais partout, des statues à l'effigie. Ici aussi, une statue à l'effigie aux couleurs de l'arc-en-ciel et tout. Donc ici, je me sens libre. À Bali, je voulais pas, à Ahmed, je voulais pas que ça se sache. Donc il y avait un mec avec qui je m'entendais, un mec avec qui j'étais pas, mais voilà. Et je l'ai jamais embrassé en public à Ahmed, jamais. Parce que c'est un peu le truc de vivre caché, quoi, finalement. Ouais, et c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout ce que je suis non plus. Moi, j'ai aucun problème. Parce que voilà, je dis à la caméra, machin. Mais c'est vrai que c'était des endroits où j'étais tous les jours. Ils le savaient pas forcément parce qu'ils demandent toujours si je suis boyfriend de toutes les copines avec qui je suis, mais évidemment non. Et c'est vrai que, en fait, c'est là qu'il y a eu le déclic. Quand je me suis retrouvé face à Nico, il s'appelle Nico. Quand je me suis retrouvé face à Nico et que
je pouvais pas l'embrasser, j'étais là, c'est pas possible en fait. Tous les serveurs, tous les trucs, qu'est-ce que je vais avoir comme répercussion? Ouais, tu te dis qu'est-ce qui peut se passer quoi. Ouais, lui il s'en fout, c'était un touriste, il était là pour 4 jours, tu vois. Et moi je vivais là, on était dans le bar dans lequel j'allais 3 fois par semaine. Donc ouais, là je me suis dit ok, bah en fait c'est fini. Ah, c'est un vrai, je savais pas du tout à Bali. Ouais, et même si c'est ok, bah, en fait je sais pas ce qu'ils en pensent les Indonésiens, à quel point c'est. pas les Balinais. Ouais. Je sais pas ce qu'ils en pensent eux parce qu'ils sont hindouistes, donc mais Ouais, moi mais quand je c'est l'ai quand même dit, dans le pays quoi. mais oui, et je pense qu'il y a une culture quand même qui reste derrière. Et je l'ai dit une fois, donc on a un pote qui est indonésien, je lui ai dit, et il était quand même kécho. Ah oui. C'était pas normal. Et pourtant, tu vois, c'est un mec qui est au contact de touristes tout le temps. Tu le connais, c'est Audi, t'as fait de la moto avec lui. Oui. Tu vois, et ben, il était quand même, il était pas dégoûté ou c'était un peu. Waouh, il se l'est pris dans la gueule quoi. C'est un mec ouvert. Mais oui, c'est un mec ouvert, un mec très qui ouvert. rencontre beaucoup de monde. Et voilà. Ok, Donc, non mais c'est un vrai sujet, ouais. ouais. C'est, Donc ça me gêne, j'ai plus envie. J'ai envie de me sentir libre partout où je vais quoi. Comme normal, comme tout le monde. Exactement. Ok, trop bien. Non mais c'est vrai que c'est un sujet, c'est pas un truc qui est traité beaucoup, je pense. Enfin, Non. il doit y avoir des groupes ou des Oui. communautés, tu vois, mais Sûrement, mais moi j'en suis pas vraiment, donc. Mais tu vois, je vois à la conférence Nomade, il y avait tu vois qu'ils se connaissent et que tout le monde se parle, se retrouve, fait des voyages, des trucs. Ouais, peut-être que ça me ferait du bien en vérité de me faire des potes gays sur le chemin. Ouais, etc. bah, j'en connais qui était à la conférence Nomade et qui. Eh ben on y va, demain soir au Jazz Bar. non, mais c'est pas grave, rencontrer juste des mondes, tu vois. Des expériences qu'on bougeait et qui peuvent te parler de Bien différents sûr. endroits, quoi. Juste rencontrer du monde et partager quoi. Et, parce qu'on vit une expérience différente aussi. Comme tu dis, tu n'y avais jamais pensé et pourtant c'est un truc qui est pas au quotidien, mais si au final. Ouais, mais c'est des trucs, tu vois, en tant que nomade, chacun a un peu ses critères, ses trucs qu'il regarde. Il y en a, ils veulent pas être touristique, il y en a, ils veulent pas qu'il fasse chaud. Toi, c'est un autre filtre, tu vois, qu'il faut que tu te gardes en tête pour savoir que tu vas être bien. Mon et tu vas pas être. Voilà. Mon obsession, c'est pas l'argent, c'est pas. C'est la liberté. Moi, je veux être libre et en fait, vivre dans un endroit où je me sens déjà un petit peu brimé pour ce que je suis, c'est pas évident en fait. Et au début, je faisais un peu abstraction et au final, je me suis dit, en fait, je me fais chier. C'est pas marrant pour moi. Donc voilà, Bali, c'est fini. Ça rime en plus. Et voilà. C'est inspiré d'une chanson connue. Bah écoute, merci du partage là-dessus. Avec grand plaisir si je peux partager sur ce genre de sujet. Et puis un petit mot de la fin pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, tu vois. Ouais, parce que je sais pas depuis combien de temps on est occupé là. Peut-être une petite heure. Ok, ouais. Est-ce que tu as un message à partager Réalisez vos rêves, croyez en vous. Tout peut arriver si on y met de la volonté, il faut y croire. Et je pense avec quand on veut, on peut. Et toutes ces croyances qui vous limitent, qui vous bloquent, débarrassez-vous-en, regardez-vous face à un miroir, dites-vous je suis successful, réussissez, vous allez voir, c'est juste une question de volonté au final et de sortir un peu de son carcan. Mais réalisez vos rêves, moi je l'ai fait, si j'ai pu le faire, Ambroise il l'a fait aussi. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire vous aussi, vraiment. Je suis ni exceptionnel, ni un magicien, je me suis juste sorti les doigts du cul, vraiment. Donc sortez-vous les doigts du cul. C'est vraiment ça mon mot de la fin. Nickel, merci. Avec plaisir Ambroise. Merci à toi.